Suite à la nouvelle politique migratoire du président américain Donald Trump, les médias nous donnent l'impression que ce dernier abuse de son pouvoir, qu'il sépare injustement des familles innocentes, qu'il détruit des communautés et qu'il persécute les pauvres gens déjà bien installés dans le pays. Pourtant, rien ne pourrait être plus loin de la réalité. Non seulement les actions entreprises par le président et l'agence ICE ne sont pas mauvaises, au contraire, elles sont objectivement bonnes. Cela parce qu'elles découlent d'un devoir fondamental que nous avons tous envers notre patrie, celui de la défendre et de maintenir l'ordre. Mon nom est Nicolas, et il y a environ 2 ans, j'ai décidé de rejoindre l'Église catholique sérieusement. Aujourd'hui, je ne vous parle non pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que Québécois, cherchant humblement et prudemment la vérité. Bienvenue sur Action Vitale. Le climat politique actuel est tellement tendu que simplement appliquer la loi de façon intégrale et cohérente est devenu controversé. Le moindre effort d'appliquer une forme d'ordre est perçu comme oppressif. Nous le voyons d'ailleurs très concrètement, par exemple avec la situation aux États-Unis. Pour une bonne partie de la population américaine, et même ailleurs, entre autres ici au Canada, les immigrants illégaux ne sont que de pauvres victimes, tourmentés injustement par le vilain gouvernement américain. La conclusion logique de cette façon de voir le monde va encore plus loin. Elle dénonce les frontières, un concept simple et élémentaire, comme raciste. Mais ces idées ne sont pas le fruit du hasard. Plutôt, elles découlent d'une idéologie qui rejette précisément les fondements de ce qu'est une nation. Aujourd'hui, à notre grand détriment, le monde occidental a presque perdu toute trace d'un cadre moral solide. C'est d'ailleurs pourquoi autant de forces s'opposent à la position de l'administration Trump sur l'immigration. Non pas parce qu'elles rejettent le patriotisme en soi, mais parce qu'elles ne savent plus c'est quoi le patriotisme. Qu'est-ce que le véritable amour de son pays implique et quelle responsabilité morale en découle. Le vrai patriotisme n'est pas de l'exclusion, mais un devoir. Tout d'abord, mettons au clair que le patriotisme, correctement compris, n'est pas une question d'exclusion ou d'inclusion, mais d'un sens juste des priorités. Aimer sérieusement son pays implique qu'il est notre responsabilité première. Par exemple, comme nous aimons notre famille plutôt que la famille du voisin, nous devons aimer notre pays avant les autres pays. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas les autres pays, ni que nous n'aimons pas les familles des voisins. Il s'agit plutôt de reconnaître que nous avons un devoir plus grand et plus important envers les nôtres, envers ceux qui sont proches de nous. Comme le disait Gustave Thibon, on ne peut être cosmopolite qu'à condition d'avoir été d'abord enraciné. Dès lors, si nous voulons aider les autres pays, d'une quelconque façon, leur venir en aide, nous devons d'abord nous-mêmes posséder une certaine stabilité. Une stabilité qui ne peut venir que d'actions politiques motivées par une volonté profonde et sincère de promouvoir le bien commun propre à sa patrie. Par conséquent, tout chef d'État digne de ce nom se doit de protéger son peuple, de maintenir l'ordre et d'assurer la continuité de sa nation. Encore une fois, toutes les autres préoccupations nationales ne sont pas forcément insignifiantes. Par contre, elles sont toujours secondaires et subordonnées à ses responsabilités fondamentales. Parce que, dans tous les cas, l'État ne serait pas en mesure d'y répondre adéquatement sans s'occuper d'abord de ses priorités. Donc, autant pour le citoyen que pour l'homme d'État, le patriotisme est avant tout un devoir. Il n'a rien à voir avec l'exclusion pour le simple plaisir d'exclure. Il s'agit plutôt de l'amour que nous devons à notre pays, correctement ordonné. Le vrai bien commun exige de l'ordre. Maintenant, comment cela se manifeste-t-il exactement? Qu'est-ce qu'un pays en santé? Et comment parvenir à ce stade? Essentiellement, une nation que l'on pourrait qualifier de saine est une nation où le bien commun est valorisé comme il le faut. Une nation où l'ensemble des conditions juridiques, morales et sociales permettent à chaque individu ou à chaque groupe d'individus de vivre dignement, d'accomplir sa vocation et de participer à une vie ordonnée et juste en société. Une nation qui, comme la pensée aristotélicienne nous le rappelle si bien, n'existe pas seulement pour survivre, mais pour favoriser le bien avec un B majuscule. Précisons que le bien commun n'est pas un compromis. Il est même largement supérieur au bien individuel par sa plus grande universalité. Lorsqu'il est appliqué adéquatement et intégralement, il oriente une société entière vers la stabilité, vers la justice et vers ce qui est bon. Autrement dit, vers la sécurité, la paix, la vérité et le respect de la loi naturelle. Il encourage ce qui est objectivement bon et décourage ce qui est objectivement mauvais. Le catéchisme de l'Église catholique définit le bien commun comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent aux personnes, prises individuellement ou en groupe, d'atteindre plus pleinement et plus facilement leur propre perfection. Ainsi, conformément à cette définition, le rôle de toute autorité politique est d'offrir un cadre qui permet le développement moral, spirituel et matériel des personnes. Cela dit, pour réussir à mettre en place un tel système et pouvoir jouir de ses fruits, certaines restrictions sont forcément nécessaires. En effet, aucune justice n'est possible sans cadre, sans règles, sans limites. Il en va de même pour la paix ou la sécurité. L'ordre, par définition, exige qu'il soit imposé par un niveau raisonnable de force. Sans hiérarchie, sans loi, sans autorité,
aucune vie communautaire libre ou paisible n'est possible. Ainsi, saint Augustin disait: la paix est la tranquillité de l'ordre. Il est possible de reconnaître certaines situations humaines difficiles sans sacrifier la cohérence des lois. La compassion et la prudence ne sont pas mutuellement exclusives. Toutefois, c'est une grave erreur morale d'agir spontanément en fonction de nos sentiments. Ceux qui prétendent aimer l'humanité mais rejettent systématiquement toute forme d'ordre, de principes, de lois, de règles, de frontières, n'aiment aucun peuple concrètement. Ils aiment seulement une idée abstraite qui, en pratique, se traduit par un désintérêt envers les individus. De ce fait, comme l'enseignait avec brio Edmund Burke, un amour de l'humanité abstraite est souvent la source d'une haine réelle des hommes concrets. L'ordre n'est pas réellement oppressif. Au contraire, c'est une condition absolument nécessaire au maintien de la paix, de la justice et du bien commun. Une bonne société, telle que nous l'avons définie plus tôt, doit être ordonnée convenablement. À l'heure actuelle, la plupart des figures qui représentent une autorité stable et stricte sont violemment critiquées. Mais ces critiques ne témoignent pas de notre progrès. Elles sont plutôt fondées sur une confusion morale profonde. Une confusion morale qui vide le patriotisme de toute substance et qui transforme l'amour que nous devons à nos proches en un amour complètement spéculatif et lâche. Appliquer la loi, maintenir l'ordre, défendre sa patrie, ce ne sont pas des actes haineux, mais des devoirs de charité naturels et moraux. Une nation qui rejette toute limite cesse d'être une nation, et un peuple qui rejette toute responsabilité cesse d'être libre. Si vous croyez, comme nous, que l'ordre, la vérité et la responsabilité ont encore leur place, alors abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, et si vous le pouvez, soutenez-nous sur actionvitale.ca pour que cette voix libre et enracinée puisse continuer à grandir. Merci d'avoir été là, et surtout, ne laissons pas le désordre redéfinir ce qui est juste.